Ce qu'on vit dans le couple, ça reflète un peu ce qui se passe dans la société, parce que la société belge ne veut pas se poser la question de c'est quoi la colonisation, c'est quoi les conséquences de la colonisation aujourd'hui, c'est quoi les conséquences de la colonisation sur la façon de penser des gens de la population belge, aussi bien racisée que les Belges. Donc, tant qu'on ne se pose pas, on ne prend pas le temps d'aller déconstruire ça, ces choses-là vont quand même toujours rester sans devoir se poser la question. Et puis quand tu poses la question, je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais il y a la petite fragilité blanche qui ressort directement. Et donc du coup, c'est compliqué. Et puis tu te dis, ouais, mais tu vas rechercher la petite bête. Et non, mais si tu interroges, tu ne veux pas déconstruire quelque chose que tu ne reconnais pas. Tant que tu te dis je ne suis pas raciste, je dis déjà ne rien faire le fait de dire je ne suis pas raciste, c'est que tu es raciste. Parce que, oui, moi je parle de ce principe-là. Parce que pourquoi est-ce que tu dis que tu n'es pas raciste? Coucou, moi c'est Célémanie. Je suis militante afroféministe et dans le cadre du cycle Corps politique coordonné par le collectif contre les violences familiales et l'exclusion à Liège, j'ai organisé un atelier sur la fétichisation raciale. Si ce terme ne te dit rien, il y a l'épisode 0 qui remet nos bases sur la table. Pour ce premier épisode, je te laisse être la petite souris d'une discussion sans langue de bois ni pincette. Introduite par l'anecdote de Javik, Axel, Brenda, Divine, Evelyne et Sarah, toutes afrodescendantes, nous racontent chacune à leur tour quand et comment elles ont fait face à ce mécanisme que représente la fétichisation raciale. Ponctuée par des rires, des frustrations, des paroles plutôt cocasses et des confidences, ces femmes nous livrent leur expérience face au fétichisme dans un cadre romantico-sexuel et intrafamilial. Je te laisse avec ces questions. La couleur de nos sentiments résulte-t-elle réellement de nos choix politiques? La politique se faufilant jusqu'aux fibres de nos lits, devrait-on questionner nos sentiments? C'est dans cet épisode qu'elles ont tenté de répondre, entre autres, à ces questions. Attention, certains récits peuvent être durs à entendre et rappeler de mauvais souvenirs. Avant de les écouter, assure-toi d'être dans de bonnes conditions. Au fait, ça s'est passé quand j'étais ado, c'était à l'école. Vous voyez quand on est en groupe avec nos potes et tout, et commence à dire oui, toi t'as un crush sur qui, avec qui t'aimerais bien être et tout. Et donc on était un groupe. Je précise, j'étais la seule noire de l'école, pour bien poser le cadre. Et donc on était là et tout, et donc chacun disait oui, moi celle-là elle me plaît bien, ou oui celui-là pas mal et tout. Et à un moment donné, il y a un de mes amis, un de mes copains qui demande à l'un du groupe, au fait, oui, et toi t'aimerais bien être avec qui, elle te plaît pas celle-là? Et il dit, moi j'aimerais pas, genre je voudrais pas sortir avec quelqu'un et tout, mais genre, Javik en l'occurrence moi, elle est bonne à baiser. Et D'accord. oui. Ça c'est dit. Comme ça c'est dit, c'est ça. Et donc moi j'étais là, je dis ok. Et genre pendant un quart de seconde, je me suis quand même posé la question, puis je me suis dit. Et puis après, je me suis dit ouais, bon c'est un compliment et tout. Et je pense que j'ai intériorisé ça dans le sens que par après. Dans toutes mes relations, je voyais mon corps, je voyais au fait que ma seule plus-value, au fait, c'était mon corps. Et donc, je pense que j'ai beaucoup misé dessus. Et ça a biaisé toutes mes relations amoureuses. Voilà. Et je me suis sous-estimée sur beaucoup d'autres choses. Cette relation, elle a un petit peu joué sur ta confiance en toi, quelque part. Sur l'estime que toi tu te disais, je mérite d'être avec quelqu'un qui m'aime pour que ce que je suis, et donc tu t'es dit dès le départ, je serai avec des gens qui seront attirés que par le corps. Je ne vais pas chercher. Et oui, effectivement, et ça s'est confirmé dans toutes mes relations. En fait, c'est le constat que je fais au fait que les personnes avec qui j'ai été, elles étaient en grande partie avec moi pour mon corps. Ou c'est peut-être ce que j'imagine. Voilà. Mais ça arrivait tôt aussi.
cette expérience-là, c'était J'avais... ado, quoi. Donc, Oui, j'avais, allez, on va dire 16 ans. Ouais, c'est un moment où on se définit. Oui. Ouais. Donc, c'est pas anodin à ce moment-là. Moi, j'étais fort précoce, donc j'ai eu des seins assez tôt et j'avais des énormes seins. J'ai fait une réduction mammaire pour préciser. Ils sont déjà pas mal, hein. Mais... Et donc j'avais des énormes seins, j'étais là, c'était vraiment des pastèques. Et ben j'avais des fesses. Je vais pas dire comme toutes les Africaines parce que c'est un cliché. Non. Parmi les filles de ma tranche d'âge, ben, j'étais celle qui avait le plus de ça, le plus de fesses, le plus d'hanches. Et donc c'est vrai que les garçons, surtout à cet âge-là, ben, ils étaient attirés par mon corps, que par mon corps. Mais en grandissant, ben, ça n'a pas changé au fait. Est-ce que le fait que tu sois une fille noire, tu avais l'impression que ça jouait aussi sur le fait que tu avais un corps développé Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui assimilent le fait d'avoir un corps développé à être une femme noire, qui font un lien entre les deux. Bah, je pense qu'à cette époque-là, j'étais assimilée donc, à une femme noire qui avait un corps développé, mais les gens n'en étaient même pas conscients en fait. Mais en grandissant, ils se sont décomplexés et puis bah, voilà, tous les commentaires ils vont. Voilà. Une belle panthère, une belle tigresse. Wow. Donc, à cet âge-là, je pense pas qu'ils en étaient conscients. Et même moi, j'en étais pas consciente. Mais en grandissant, ça, voilà. J'ai pu constater que c'était ça. En fait, je viens d'y penser maintenant. Oui. Mais à cette époque-là, j'étais mannequin pour des robes de soirée. Oui. Et donc le thème des robes était la femme noire, parce qu'on n'était que des femmes noires dans ces défilés de mode. Et je viens de me rendre compte maintenant que cette image en fait de fétichisation et de glamour et de femme sensuelle parce qu'on est noir a été super exploitée en fait dans entre guillemets le côté marketing des robes et de l'annonce, parce que en fait les robes c'était des défilés de mode du coup africains, parce qu'on était toutes africaines, et aussi parce qu'il y avait à chaque fois donc une robe avait un nom et avait un poème associé à la robe. Et donc quand on défilait, il y avait donc le poème qui était récité pendant qu'on défilait. Mais je viens de me rendre compte maintenant qu'en fait les personnes qui m'abordaient après les défilés, en fait ils étaient attirés par ce corps noir qui était mis en valeur à ce moment-là. Et pas par la personne. Et toi, qu'est-ce que tu as ressenti quand les personnes venaient vers toi qui te complimentaient ou quoi, qui t'abordaient C'était quoi? C'était, tu te sentais valorisée ou c'était du dégoût ou... Moi, en fait, j'étais super curieuse. Parce qu'à cette époque-là, j'étais pas du tout consciente justement de ce corps mis en valeur. Et c'était assez bizarre parce que je me trouvais pas belle comparée aux autres mannequins. Et donc, je comprenais pas pourquoi ils venaient vers moi alors qu'il y avait les autres. Et donc, du coup, j'ai même arrêté le mannequinat à cause de ça parce que je trouvais que les autres, elles étaient trop belles. Et donc, du coup, je ne me sentais pas mise en valeur. Non, pas particulièrement. J'étais juste, on va dire, curieuse de savoir qu'est-ce qu'il y avait derrière. Le fait aussi que c'était des personnes beaucoup plus âgées. Que voilà, les personnes qui venaient assister au défilé de mode en soirée, c'était pas des jeunes. C'était minimum la trentaine. Donc, c'est plus de la curiosité. Et donc, voilà. Et le fait que tu ne te sentais pas mise en valeur, tu penses que ça avait un rapport avec le poème et l'image qu'il y avait derrière le poème, donc l'image qu'on voulait renvoyer de toi, ou l'image que toi-même tu as de toi-même? Que j'avais de moi-même justement à cette époque-là, parce que moi aussi j'étais la seule noire dans la classe. Et que quand je tombais amoureuse de quelqu'un, c'était la réponse que j'avais, c'était en fait tu ne corresponds pas, comment c'était quoi? Tu ne corresponds pas pas au profil, mais tu ne corresponds pas voilà, à mon type de fille, quoi. Et même à ce moment-là, je ne comprenais pas pourquoi. C'était quoi ton type alors parce que pour moi, c'était trop vague. C'est quoi ton type
Et il m'a fallu des années en fait pour comprendre que son type en fait c'était quelqu'un qui n'était pas noir. Ouais. Et t'as posé la question au garçon en question, c'est quoi ton type? Pourquoi je ne suis pas... Et ils t'ont répondu ou... Non, parce que je connaissais de la fille dont il était amoureux. Ouais. Et donc je voyais très bien c'était quoi son type. Mhm. C'était la fille dont tous les mecs étaient amoureux. Dans la classe. Très blonde, très fine, tous les stéréotypes du canon de beauté, quoi. Ce que vous avez raconté, ça m'a fait penser à quelque chose qui m'est arrivé quand j'avais peut-être 13 ans, 14 ans. Et en y repensant maintenant, je me rends compte que c'est super grave et je ne comprends pas comment je l'ai oublié. Et mon petit frère faisait du foot et j'avais beaucoup d'amis à moi qui faisaient du foot aussi. Et souvent, il y avait des grands tournois de foot, etc. Et donc, un jour, on est parti à un tournoi de foot et il y avait des amis à moi qui avaient donc mon âge, donc 2 ans plus que mon petit frère, qui jouaient aussi. Donc, ça veut dire que quand j'allais au tournoi de foot, je retrouvais des amis à moi, des garçons qui jouaient là-bas, je les connaissais, je regardais leurs matchs, etc. Et un jour, donc il y avait un match de foot, je parlais avec eux, on rigolait, etc. Et ils ont chanté une chanson qu'ils me chantaient à l'école, et je suis encore choquée d'avoir oublié ça maintenant. C'était Tigresse, négresse, montre-nous tes fesses. Oh, et je suis vraiment choquée d'avoir oublié ça. Et ils chantaient ça, et moi je rigolais avec eux, je leur disais arrêtez, mais dans ma tête c'était genre, je rigolais avec mes amis et tout, même si je me disais ils sont un peu fous quand même, mais ils sont marrants, mais c'est pas drôle, mais un peu comme quand on rigole avec un chéri, qu'on est là genre arrête, des trucs comme ça. Et en fait, j'avais l'impression que c'était un truc cool que je faisais avec mes amis, qu'on rigolait entre nous, que c'était notre délire. Et du coup, ouais, mais en fait, non, en fait, c'était super bizarre. J'avais 13, 14 ans. Et quand j'y repense, je me dis genre, tigresse, négresse, montre-nous tes fesses. Ah ouais. C'est un truc de fou. Du coup, Et vous avez quel âge? 13, 14 ans, je crois. Hein. Ouais. Je Donc crois. ça veut dire qu'ils l'ont entendu quelque part dans leur entourage. Donc c'est quand même, il y a ce truc de transmission aussi de C'est vraiment les mots choisis, donc tigresse, négresse, donc vraiment le côté animalier de la fille noire, montre-nous tes fesses, donc le côté sexuel. Donc en fait, quand je pense à cette phrase, je me suis dit, mais c'est un truc de fou. J'ai l'impression que c'était vraiment genre un délire entre nous, limite où c'est les amis, ils rigolent, donc c'est pas seulement méchant, même si je trouve ça comme un peu. Je me rappelle quand je trouvais ça bizarre, parce que je sais qu'il y avait mes parents aussi là-bas. Et du coup, je me suis dit, oh là là, c'est mes parents, ils entendent ça et tout. Mais c'était plus ça qu'autre chose, c'était vraiment pas le fait de me dire c'est trop grave ce qu'ils disaient en fait, alors que c'était super grave. Et je me dis, genre, comment c'est possible que ce soit passé, comment eux-mêmes ils ont pu dire ça, comment moi-même j'ai pu ne l'oublier en fait, parce que ça me choque, ça me met mal à l'aise parce que c'était trop bizarre. Et parce que je me dis, si demain on dit ça à mes petites sœurs, mes petites cousines, mes petites, je vais trouver ça aberrant, hallucinant. En fait, je me dis, mais d'où ça vient? D'où est-ce que ça... Je me dis, est-ce que mes petits frères seraient capables de dire la même chose demain à quelqu'un? Ça me fait super peur, en fait. Enfin, moi, ça me fait penser, en fait, donc je suis maman, j'ai un petit garçon, mais je me rappelle quand il est né il y a quelques années, donc mon ex-belle-famille habite dans un village où mon ex-belle-mère se baladait avec le petit. Je n'ai pas dit que j'étais la seule noire du village, mais en tout cas, elle avait très peu. Donc, et puis, elle se balade, et puis, c'était un jour d'été, donc il était en poussette, comme un bébé, quoi. Et quelqu'un est venu lui dire ah oui, mais t'es un petit nègre. Hein. Elle vient me rapporter le mot, mais elle était choquée parce qu'elle savait très bien que moi, ça allait me choquer, mais elle n'était pas si choquée que ça, en fait. Elle me rapporte ça, et puis je lui dis, mais qu'est-ce que vous avez dit? Mais tu sais, c'est pas méchant. Je lui dis, pardon. Pas méchant. Elle n'est pas méchante, hein, tu vois. Je dis, d'accord, ok. Elle est juste raciste. Exactement. Et puis moi, je lui ai dit, écoutez, la prochaine fois que vous baladez avec mon fils, moi, elle n'approche pas mon enfant, cette dame-là. Oui, mais non, mais écoute, mais tu sais, dans le village, il y a une vieille, une dame assez âgée, mais qui est née pendant la guerre, donc d'un père américain et d'une maman belge. Elle a toujours été la négresse du village. Que la femme dise ça, parce qu'elle dit, mais oui, mais tu sais, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais oui, mais c'est la négresse du village. Hein. Je dis, donc cette dame-là, elle est âgée, sincèrement, donc
toute sa vie, vous l'avez toujours appelée comme ça? Eh ben oui. Parce qu'elle était née, donc son père l'a fait avec une femme du village, et puis après la guerre, il est parti. Donc elle a grandi là, en étant. Oui. Et donc la dame là, donc c'est une dame âgée maintenant, c'est une métisse qui a grandi dans ce village-là. Elle a toujours été. Et donc le fait qu'on dise que mon fils, ben, ça ne choquait pas parce qu'il y avait déjà une autre. Non, je suis désolée, non, ça ne va pas, je dis ça c'est raciste. Et donc moi du coup, j'ai commencé quand même à, enfin déjà je nommais, mais là du coup, ce genre de choses ça ne passait pas. Moi je disais non, si on s'approche de mon enfant, on vient dire des mots pareils, mais c'est le genre de choses que, enfin, c'est pour dire qu'il y a certains mots dans certains villages, on se pose, mais vraiment pas la question de la portée que ça peut avoir sur ce village. Dans un village, alors je te comprends parfaitement. Il y a une femme dans mon village, mon petit frère, du coup, il était à l'école du village, et son fils a défendu, non, mon petit frère a défendu son fils parce qu'il a eu une histoire à l'école. Elle est venue remercier ma mère plein de fois, elle disait j'adore votre fils, et un jour elle m'a vue, elle m'a presque sauté dessus, elle m'a touché le visage comme ça, elle m'a dit t'es trop belle, vous êtes trop beau, les noirs, le pasteur du village il est noir, franchement merci, votre fils, et j'avais vraiment l'impression d'être Beyoncé ou quelque chose comme ça. C'était... Donc ouais, non, les villages, c'est particulier. Ah oui, c'est particulier. C'est particulier, les gens... J'ai l'impression que même dans les cercles privés, en tout cas la plupart des jeunes de maintenant, des enfants, ça passe pas non plus. Tu peux plus te permettre de faire des blagues entre nous, en tout cas, peut-être pas dans tous les milieux, mais dans les milieux où il y a des enfants racisés et dont on parle de ces questions-là. Même si un copain fait une blague en mode genre t'es bridé de service, non. Sur les réseaux sociaux, non, mais les réseaux, ça a beaucoup aidé aussi. Mais même les tout petits, là j'étais en stage et on a tous connu cette chanson, genre Mohamed, couscous, machin. Il peut être pas cool, je veux pas la chanter. Il y avait un petit qui chantait ça à un autre, mais ils sont copains, tu vois, c'était pas comme s'ils voulaient être méchants. Et tous les autres petits l'ont repris, genre, non, tu peux pas chanter ça, c'est pas gentil. Et ils l'ont mis à sa place, mais du coup, je me suis dit, comme, tu vois. C'était des petits. Il y avait du coup le petit Mohamed et tous les autres étaient blancs. Et il y avait un petit métis asiatique, je crois. Thaïlandais, je crois, mais je sais pas. Et ils l'ont remis un peu à sa place, genre, ça se dit pas, c'est pas cool. Et puis ça me fait bien pégaler ma main dans le gesto, tu vois, genre, ils kiffent pas ta blague du tout, donc arrête, c'est pas drôle. Alors que quand nous on était jeunes, par exemple, je pense que personne n'aurait rien dit. Ça aurait été genre la grosse blague. Ils auraient même chanté avec lui. Ouais. Bah ouais. Enfin, moi je sais qu'on l'a chanté dans la cour de récré cette chanson quand j'étais petite. Ils avaient quel âge encore les petits? Ils avaient entre 6 et 8 ans. Waouh. Vu qu'on déconstruit blindé sur le racisme ordinaire, les gens, il y a certaines personnes qui sont allées dans l'autre sens. Donc, je ne suis pas raciste, je suis même anti-raciste, je ne sors qu'avec des femmes noires, mais sans déconstruire le pourquoi et les stéréotypes derrière qui font qu'ils sortent avec des femmes noires. Et donc, comme tu disais, c'est l'argument de je ne suis pas raciste, regarde mes 5 dernières copines, elles étaient toutes noires, toutes chaudes, des vrais tigrettes, j'étais là, mais c'est raciste. Je pense que c'est un compliment, qu'il est en train de te saucer, le gars. Ouais, c'est ça. Et puis j'ai fait des voyages humanitaires. C'est comme les gens qui font des voyages humanitaires en Afrique, tu vois. Ouais. Ils se rendent pas compte du mécanisme dans lequel ils s'embarquent et à quel point c'est malsain. Oui, on ne se rend pas compte en fait que c'est quand même un processus qui a commencé il y a bien longtemps, donc avec la colonisation et l'esclavage, c'est quelque chose qui vient de là, mais c'est un mécanisme qui est toujours d'actualité et qui donc continue à fonctionner d'une manière ou d'une autre, mais comme évidemment ici en Europe, spécialement ici en Belgique, on est super colorblind, donc on ne va pas du tout questionner. Déjà, quand on commence à parler de la colonisation avec quelqu'un, on dit oui, mais tu sais, c'est une autre époque, c'est fini, c'est très lointain. Mais on ne va pas se demander pourquoi aujourd'hui il y a des publicités qui vont, aujourd'hui ou il y a quelques années, il y avait des publicités qui vont rendre une personne, la publicité de Dove par exemple, qui avait eu à un moment donné, la personne était se laver, et puis quand elle était sale, elle était noire. Donc ça, on ne va pas du tout
trop se questionner. Et il y avait des publicités dans les années, je crois que c'est les années 80-90, de Naomi Campbell qu'on prenait pour une tigre. Tu parlais de tigresse tout à l'heure. Il y avait même une publicité où il y avait je crois que c'était un panthère à côté d'elle et tout ça. Et elle habillée en panthère. Et donc les gens, enfin en tout cas les hommes, ou même les femmes, ne font pas le lien. Et donc aujourd'hui, comme tu dis, elles vont dire bah oui, mais c'est une caution. Bah oui, je ne sors que avec des femmes noires, je ne sors que avec des hommes noirs, ou je veux avoir un enfant métis. C'est pas un caniche, quoi, tu vois. Mais quand tu essaies d'expliquer ça, oui, je suis pas raciste, je veux un enfant métis. Et quand tu essaies d'expliquer, bah attends, un enfant c'est un enfant, qu'il soit métis, qu'il soit noir, qu'il soit, tu dois te questionner si ton envie d'avoir ou de ne pas avoir d'enfant, mais pas d'avoir de telle couleur ou de pas de telle couleur. Donc l'enfant métis, c'est la caution qu'on donne, il n'y aura plus de racisme dans les années. Donc on va un peu métisser la société pour combattre le racisme, ce qui est complètement faux, parce qu'on peut très bien être avec quelqu'un qui est racisé et être totalement raciste et ne pas être déconstruit du tout. Et moi, ça m'est déjà arrivé d'être avec des gens qui me disaient, qui m'aimaient, mais qui tenaient des propos où je me disais, mais tu as oublié la couleur que j'ai, quoi. Tu vois, pourtant j'ai pas changé de couleur, quoi. Et donc ils se disent, mais non, j'ai un enfant métis. Ils aiment trop utiliser cette excuse-là, oui, j'ai un enfant métis, ou bien oui, mais non, je suis pas raciste, ma femme est noire. Mais en fait, je suis en train de me dire, les personnes là qui sont racistes et qui ont un enfant métis, mais le traumatisme de cet enfant aussi métis aussi qui va vivre, par exemple, s'il a des réactions du racisme déjà à l'extérieur, en plus à l'intérieur dans son domaine familial, ça doit être hyper difficile aussi pour lui. C'est très bien. Personne pense que le racisme c'est loin, c'est que faut crier nègre dans la rue pour être raciste. Oui, voilà. Le racisme c'est très très proche, hein. C'est des petits trucs qu'on s'imagine pas, mais qui sont très très proches. Il y a une phrase qui dit quoi? On est tous les racistes de quelqu'un d'autre, un truc comme ça. On est toujours l'étranger de quelqu'un, non? C'est pas ça. En tout cas, je connais des personnes qui sont noires et qui vivent du racisme et qui vont être racistes de personnes d'autres couleurs ou d'autres communautés, etc. Et à chaque fois, ça me choque parce que je me dis genre que on pense que les racistes, on dit oui, on n'aime pas les racistes, on n'aime pas les racistes. Mais je connais beaucoup de personnes qui sont racistes aussi, alors qu'elles n'aiment pas les racistes et qu'elles subissent des discriminations. Et du coup, à chaque fois, je me dis, mais les gens, est-ce qu'ils ont vraiment conscience de ce que c'est le racisme? Oui, mais en même temps, est-ce que une personne qui subit le racisme et qui est xénophobe, moi, je n'appelle pas de racisme. Parce que tu vas dire, je suis un blanc et raciste contre moi, ou une blanche et raciste contre moi, ça c'est du racisme. Mais si je vais dire je n'aime pas les Congolaises ou je n'aime pas les Camerounaises, ça c'est pas du racisme. C'est de la xénophobie. C'est de la xénophobie, ouais. Par exemple, une personne maghrébine te dit je n'aime pas les noirs. C'est du racisme. Moi je vis ça comme du racisme. Oui, parce qu'il y a eu une histoire de hiérarchisation des races. Il y a eu une histoire avec les Arabes, ils ont... Une personne asiatique me dit je n'aime pas les noirs. Vu l'histoire actuelle qui est en train, géopolitique qui se joue en Afrique pour le moment, je le vivrais comme du racisme. Entre les Arabes et les Noirs, les Arabes, c'est du racisme, ça c'est clair, parce qu'il y a eu un système qui a fonctionné sur ce thème-là. Mais par contre, il n'y a pas eu un Congolais qui a été colonisé le Rwanda, tu vois, même si pour l'instant les En tout cas, moi je pense que la base du racisme, ça a déjà été de vous détester entre nous, c'est nous diviser pour mieux régner. Donc à partir du moment où ça fonctionne toujours aujourd'hui, le racisme n'est pas encore fini, parce que c'est un terreau qui est super fertile, parce qu'on n'est pas unis, on n'est pas là à se dire on est un. Non, parce qu'on a toujours ce truc-là de se dire ah oui mais lui, mais on ne se voit pas comme un contre un système qui est là, qui nous opprime et qui nous oppresse ou opprime, je ne sais pas. Je voulais revenir sur le sujet des enfants métis. Et c'est une forme, pour moi c'est une chosification de leur enfant et de toute cette exotisation qu'on a autour de la personne noire en fait. Et donc ça c'est un truc franchement j'ai envie de les étrangler comme ils disent. J'aimerais trop avoir un enfant métis, j'aimerais trop avoir un caniche quoi. Oui. La SPA, quoi. Je me baladais avec mon fils, je le mettais au dos comme on met le petit au dos, mais j'ai arrêté à cause de ça, parce que c'était
dans le dos. En plus, tu l'as dans le dos, donc c'est pas comme dans la poussette, tu peux, tu vois, donc oui, on te touche, on te demande pas, on touche ton gosse, en plus là, il dort, donc du coup, en plus, tu vas réveiller, donc toi, t'es emmerdé après, t'as en plus ce truc-là, et moi, j'aimerais bien voir le maire. Bah, le magasin est là. Non, mais c'était un peu ça, quoi. C'était comme si c'était un petit truc que on va dans le rayon à côté et on prend, et ça m'énervait. Et puis j'ai arrêté de mettre mon fils au dos, mais c'est con de se dire ça, parce que c'était quelque chose auquel je tenais et que c'était vraiment quelque chose qui... en tout cas culturellement, moi j'y tenais vraiment énormément de le porter au dos. Et donc du coup j'ai fini par arrêter. À cause des réflexions comme ça, et qui est venu, des petites boucles, mais enfin, quoi. Tu avais réfléchi à tout cet aspect de... Non, franchement, pas du tout. Non, mais vraiment pas du tout. Oui, évidemment, tu sais bien que tu vas avoir un enfant métis, mais vraiment pas. Non. Mais parce que du coup, vous aurez avec un homme blanc, et je sais qu'on en a déjà parlé plein de fois, et il y a des moments où forcément il ne vit pas la même chose que moi. Ouais. Et donc, il ne comprend pas certains trucs. Et moi, je sais qu'on s'est déjà pris la tête sur des enfants qu'on n'a pas. Oui. Non, ça me fait chier. Mais ça... Oui. Et qui relate une expérience, et que tu lui réponds à un truc début, ça me saoulerait, quoi. Mais ça arrive, ça me fait un peu peur, plus tard, si j'ai un enfant métis, ce genre de réaction intrafamiliale, qui partent pas d'un mauvais sentiment, mais qui sont racistes. Qui sont là et qui font des dégâts. Ouais. L'enfant est métis, ok, si tu veux, mais la société le perçoit comment ? Comme un noir. Et donc par après, on en discutait quand Obama a été élu, parce que là je me suis dit, enfin un exemple, il va ouvrir les yeux, et je dis, mais Obama c'est quoi tous les trucs que tu lis partout, le premier président noir des États-Unis. Pourtant, il est métis au même titre que ton fils. Pourtant, c'est le premier président noir. On ne dit pas le président métis, le mixte, je sais pas, il est noir. Et puis là, il me regardait, il me dit, mais pourquoi est-ce que tu veux absolument tout focaliser sur... Je dis, je ne me focalise pas. Je dis, moi, je prépare mon gamin. C'est pas une question de se focaliser, c'est parce que je sais comment la société va le percevoir, comment est-ce qu'il va vivre dans l'espace public avec les autres gamins. Il aura beau grandir dans une famille où on l'aime, mais vous ne voyez pas les couleurs, évidemment, on ne voit pas les couleurs dans mon espèce de famille. On l'adore, oui, on l'adore. Mais au-delà de l'amour, il y a un racisme qui est là. Il faut l'assumer, il faut en parler. Et puis il me dit, mais comment est-ce que je peux être raciste ? J'ai eu un enfant avec toi, j'ai passé je ne sais pas combien d'années avec toi. Je dis, pourtant tu es... La question que tu avais posée tout à l'heure, il y avait quand même le truc de... Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, d'après ce qu'on a entendu là maintenant, moi je voulais quand même ajouter le fait c'est que c'est pas si loin en fait, ce truc d'esclavage, de colonisation, on est toujours dedans. On n'est pas genre super déconstruit et super loin. Je veux dire, quand on parle autour de nous, il y a des grands-parents. Il y a plein de gens qui m'apportent dans la rue en disant « Ah, mais moi j'étais au Congo », comme si c'était normal. Comme si c'était normal que je ne te connais pas. Tu viens et tu me parles parce que toi t'es né là-bas et donc on est potes, quoi. Mais en fait, c'est pas normal. Tout ça, c'est culturel, comme tu l'as dit. C'est aussi dans l'éducation. Et donc, c'est toujours là maintenant à cause de ça. Parce que c'est culturel et c'est dans l'éducation. C'est même dans le folklore. Tellement c'est imprégné. Et il y a plein de choses qui me disaient, mais j'avais l'impression d'être avec un blanc, en fait. Alors qu'il était racisé. Et que t'es là, mais en fait, t'es qui ? Enfin, tu sors de ce corps. Et le truc le plus choquant, moi, c'était les cheveux. Parce que moi, je considérais avoir des super longs et beaux cheveux, mais pour lui, j'avais des petits cheveux. Et j'étais là, mais attends, mais est-ce que tu conscientises pas que je ne pourrais pas avoir des cheveux jusqu'aux fesses ? Si, tu pourrais. Oui. Non, mais aussi facilement qu'une autre personne qui a des cheveux lisses. Mon cheveu n'est pas lisse. Donc, il a ses propres réalités. Et ce truc-là de lui expliquer que c'était pas possible, enfin, c'est aussi rentrer dans des explications qui allaient des fois à la confrontation, parce qu'il savait pas comprendre. C'était pas dans son
dans son paysage, allez, dans sa carte du monde. C'est comme quand tu dis le truc universaliste, on voit pas les couleurs. On voit pas. Mais en fait, il voit pas les couleurs jusqu'à ce qu'il voit même pas que la texture du cheveu est pas la même et qu'on peut pas demander la même chose qu'un cheveu crépus. Ouais. Et donc du coup, c'était là de... Et du coup, il avait aussi l'excuse de son enfant métis. Mais il avait tellement de propos ça allait pas. Que moi, personnellement, je crois que ça m'a traumatisée en fait. Je crois qu'à cause de ce mec, je suis jamais sortie avec un mec blanc après. Ah ouais, d'accord. Ok. Parce que je voulais plus resubir des trucs où il fallait expliquer. Toute mon adolescence, j'ai toujours été entourée avec des gens déracisés en fait, en grande partie. Enfin, j'étais un peu partout, mais une grande partie, c'était des gens racisés. Donc, le côté fétichisation des petits copains et tout ça, je ne l'avais jamais ressenti. Et puis, j'ai été, à la fin de mon adolescence, j'ai été avec quelqu'un avec qui je suis restée super longtemps. Donc, ma première toute belle relation, c'était avec quelqu'un de racisé. Donc, de nouveau, je n'ai pas du tout vécu ça. Donc, après ça, je rencontre l'ex. Et donc, du coup, c'est pas que ça m'a gênée, mais c'est qu'en fait, dans notre relation, j'avais l'impression d'être un trophée, enfin, d'être... je racontais l'autre jour et tout ça, qu'on avait été au Rwanda, on avait fait un voyage et tout, et il y avait la chanson My African Queen, je sais pas si vous la connaissez. Et lui, il ne comprenait pas pourquoi je n'aimais pas qu'il aime cette chanson, tu vois. Mais en fait, il me l'a dégoûté parce que j'aimais bien la chanson. Et quand il a commencé, et puis je me suis dit, non, c'est pas vrai. Et puis une fois en boîte, elle est passée, et, en boîte au Rwanda, et donc du coup, on nous a donné la place. J'étais super mal à l'aise. Mais évidemment, mes amis et mes cousins et tout ça au bled, ils ne comprenaient pas. Ils disaient, mais tu te rends pas compte, tu vois l'amour. Je dis, non, c'est pas de l'amour ça. Mais on comprend pas. Donc du coup, je suis devenue quelque part un peu la mauvaise, puisque je disais, non, c'est pas de l'amour, ça, c'est un petit objet là, qui reste à moi. Et donc, ça, pour lui faire comprendre, ça a été vraiment super compliqué. Et donc, du coup, là, je me suis dit, ah ouais, donc ça va être difficile, ça. Mais par contre, on est restés ensemble, parce que, à un moment donné, je pense que quand on grandit ici en Europe et qu'on est en relation avec un homme blanc, pas du tout déconstruit, puis en plus, j'étais un peu plus jeune il y a quelques années, on se met une sorte de carapace, des choses qu'on n'a pas envie de voir, qui nous dérangent, mais en même temps, il y avait certaines choses que je disais, puis après, je crevais la flemme. Donc, voilà, et puis tu disais, ouais, c'est bon, je laisse tomber. Et puis alors, il est venu au moment où on s'est séparés, où j'étais beaucoup plus âgée, donc j'avais eu un enfant et tout. Et là, et puis entre-temps aussi, j'avais commencé à lire plein de bouquins sur le féminisme, l'afroféminisme et tout ça. Et donc, du coup, là aussi, je me suis dit, mais purée, mais j'ai vécu tout ça. Et là, j'ai commencé à un petit peu prendre un peu plus de confiance en moi et à dire, merde, maintenant je le dis. Et même dans mon ex-belle famille, j'ai dit que ça se passe super bien, on s'entend super bien et tout ça. Mais maintenant, je n'ai plus... avant, je faisais juste un commentaire, puis quand je voyais que ça partait en bruit, je dis, c'est bon, je laisse tomber. Donc, je m'écrasais. Alors que là, maintenant, je ne m'écrase plus. Donc, je le dis. Et le côté colorblind et tout ça, donc je le souligne à chaque fois, je dis, mais mon fils a besoin d'alliés, et les alliés, c'est sa famille. Donc, si vous ne faites pas ce travail-là, il y aura un souci à un moment donné. Mais bon, ça reste au niveau de la famille et de l'ex-famille. Donc, quelque part, je me dis, je ferme la porte, je rentre chez moi. Donc, eux, des fois, je me dis, voilà. Mais dans mes autres relations, donc, vu que je me suis séparée, donc par après, j'ai rencontré quelqu'un. Et puis, cette personne-là, je disais à Javid, il n'y a pas très longtemps, je lui dis, comment est-ce que tu peux être avec quelqu'un qui ne te parle que de sujets qui concernent les Noirs? Que ça. Donc, il va m'envoyer un message. Avant même d'ouvrir le message, je sais que ça concerne soit une femme noire qui a fait ça, soit une femme noire qui a fait ça. Et quand je lui dis, mais tu te rends compte que ça, c'est problématique ton truc? Non, mais en quoi? Mais moi j'aime bien, mais tu vois, mais je m'intéresse, mais pourquoi est-ce que tu prends mal? Je dis, comment ça je le prends mal? Mais c'est problématique quand même tu ne parles que de ces sujets-là. C'est soit la bouffe africaine,
soit les noirs. Et lui faire comprendre que c'est m'en prendre pour un objet et prendre les autres femmes noires pour des objets et la fétichisation, là, il ne comprend pas. Et dans notre relation, on va dire intime, c'est du genre... sur ma peau, il s'extasie sur ma peau. Comment est-ce qu'on peut s'extasier sur la peau de quelqu'un, quoi? C'est, je sais pas, c'est une tasse, tu vois, c'est... C'est la combinaison de toutes c'est la... Ben voilà. T'as pas de personnalité, t'es une femme. T'es une femme. Voilà. C'est ça. Oui. Donc j'existe pas. Ouais. Voilà, c'est ce que je lui dis. Je dis, mais la personne derrière, tu la vois? Parfois, tu la vois, la personne. Bah oui, mais pourquoi? Regarde, je t'ai parlé de ça. J'aime bien discuter avec toi. Je dis, on ne discute que des choses qui ne concernent que ma communauté. Je dis, tu sais, je peux discuter des choses autres. Je peux avoir une conversation, même de la pluie et du beau temps. On peut parler de ça. Mais pourquoi à chaque fois? Et puis il me dit, mais franchement, t'es vraiment une fille compliquée. Ah, bah ok. Bah, j'espère. Ok. Et alors, je dis, bah ça va, écoute, je prends acte, je suis une fille compliquée. Mais. Bienvenue au club. Oui, je suis compliquée. Et donc, la relation, elle avance pas parce que on est là-dedans et j'ai l'impression que voilà, mais le problème c'est que voilà, il y a les sentiments qui sont quand même installés, donc, mais son côté. Et donc, je passe mon temps à. C'est on-off, donc, mais c'est compliqué. Donc, des outils, je n'en ai pas. Si quelqu'un en a, je veux bien. C'est énergivore, ce genre de relation, de devoir tout le temps penser à son identité et aux gestes qui sont posés. Est-ce qu'il l'aurait posé si j'étais comme ça? Oui. Est-ce qu'il aurait dit ça? Est-ce qu'il aurait pensé ça? Est-ce qu'il aurait agi comme ça? C'est tout le temps ça. Ah oui, non, complètement. Quand on va sortir, c'est Jean qui va m'envoyer un message. Ah, dis, tu mettras un pagne, une jupe en pagne ou une robe en pagne? Pardon. Oui, j'ai même failli pour me faire. Oui, parce qu'on n'habite pas ensemble. Donc, du coup, des fois, il m'envoie. On se dit, on va faire une sortie et il m'envoie un message. Mais tu sais, tu mettrais bien. Non. Et je dis non. Chaque fois qu'il fait ça, il me dit. Et donc, c'est source de dispute parce qu'il me dit, à chaque fois que je te demande ça, tu viens habillé totalement européen. Je dis, bah ouais. Je dis, même si j'avais même l'envie au départ de me dire, je mettrais bien cette jupe-là, du coup, je ne la mets pas. Parce que je dis, mais il faut arrêter, quoi. Et mais non, mais tu justifies? Mais il aime bien les couleurs des pagnes, il aime bien mes robes, mes jupes. Mais oui, mais t'as le droit de te plaire à toi aussi et donc de porter ceux qui te plaisent. Oui. Ouais. Mais non, donc il me demande. Il dit, mais je ne t'impose pas, je te le demande parce que j'adore. Et puis alors, même quand je le porte, j'ai l'impression que du coup, je deviens un vêtement. Tu vois? Mais du coup, est-ce que toi, tu ne te remets pas peut-être en question par rapport à ton militantisme, tu vois, à tes valeurs que tu défends et face à son comportement? Ah non, non, pas du tout. Non, par rapport à ça, non, ça je ne remets pas. Il m'a fallu tellement du temps pour arriver là que là maintenant je lui ai dit, écoute, moi je suis comme ça, donc ça tu sais apprendre ou à laisser en fait, tu vois. Et à un moment donné, je sais c'est compliqué, et puis alors autour de moi on me dit, oui mais tu continues comme ça, tu vas finir vieille fille. Bah oui. Oui, ok, je vais essayer de le déconstruire, mais c'est pour son bien, mais ça se discute avec lui, mais je pense que non, je ne pense pas que je vais changer. Là maintenant, en fait, c'est on prend ou on prend pas, c'est comme ça. Quand tu commences à faire des concessions sur ça, à l'époque où on est, sur quoi d'autre je vais faire concession à un moment donné, tu vois? Parce que en plus là, j'ai un enfant qui est en train de grandir et qui a un garçon racisé. Et comment est-ce que lui, il va dire, oui, mais toi tu es dans une relation comme ça et tu l'as accepté, pourquoi est-ce que moi je ne pourrais pas être, tu vois? Et donc je pense que par rapport à lui, et en plus avec ce que je lui transmets, je ne serais pas du tout en accord avec ce que, voilà, je te dis ça, mais moi je fais ça, même si c'est ce que je fais pour l'instant, mais voilà, en tout cas j'essaye de... j'essaye. Et comment tu gères du coup le fait... Du coup, tu n'as plus envie de porter certaines choses qui te plaisent et qui sont avec liées à lui, ta culture. Comment tu gères ça? Parce que c'est quelque part, il t'éloigne un peu des choses qui... Ah non, il ne m'éloigne pas. Je l'aimais, mais pas avec lui.
Parce que lui, de un, je sais bien que ça le fait chier. Et pardon, ça l'ennuie. Mais et de deux, je me dis, j'ai envie de mettre quelque chose et d'être à l'aise avec. Donc si je mets une robe en pagne ou peu importe, et que je suis là en train de me sentir comme si j'étais une tasse sur une table, tu vois, ça va pas non plus. Et ça, je l'ai déjà dit des mille fois. Ça va pas, ça ne fonctionne pas. Et sur ce truc-là, ça ne va pas. Non, enfin, on peut penser que la fétichisation chez moi, dans ce mode de fonctionnement-là, n'est pas un mode de rupture, mais si, parce qu'en fait, on s'est séparés énormément de fois. Mais le problème, c'est que on est toujours dans ces allers-retours-là qui font que il y a des sentiments qui sont là, et puis quand il revient, il y a ce truc vicieux qui se remet en place, alors que lui, il me dit, mais regarde, j'ai fait des efforts, j'ai lu, j'ai fait ça, j'ai compris. Et puis en fait, quand tu te remets avec la personne, tu te rends compte en fait, non, t'as pas compris, c'est toujours le même, on est toujours au même endroit, on est toujours dans le même truc. Quand on est dans l'espace public, tu te comportes exactement la même chose qu'il y a un mois, c'était quand on s'est disputé. Donc, on va dire que c'est une relation compliquée. Donc pour l'instant, j'ai un pied dehors et un pied entre la porte. Moi, je voulais te demander, est-ce que tu as des fois où tu as eu du mal à discerner le fait d'être complimenté et le fait d'être fétichisé? Si. Oui, mais ça, il y a quelques années. Maintenant, en fait, je ne sais pas, c'est peut-être parce que je suis plus âgée. Maintenant, c'est direct. C'est comme si j'avais des petits GPS qui les repèrent là directement. Mais il y a quelques années, oui, quand j'étais plus jeune, je me disais, je rigolais, je me disais, ouais, c'est cool. Mais, cool, ça ne me dérangeait pas. Je ne voyais pas le côté raciste, le côté objectivé. Je ne le voyais pas qu'on me prenait pour un objet, en tout cas. Est-ce que ça t'est déjà arrivé aussi sans que des personnes le disent vraiment, mais dans la manière dont elles se comportaient ou elles te regardaient, de voir que, par exemple, cette personne te dit t'es belle, mais de ressentir que t'étais belle parce que t'étais noire? Je l'ai ressenti, mais on me l'a jamais dit clairement. Ouais. Mais que quelqu'un te dise, ouais, t'es belle. Et puis avec un regard, tu vois, comme ça, et puis tu restes là, merci. Le compliment, merci. Mais non, je ne vais pas dire le mais, tu vois. Mais le mais, toi, tu l'as ressenti, mais autour de toi, puis quand tu en parles même avec des gens autour de toi, on te dit, ouais, mais écoute, tu vas le mal partout. En même temps, il faut faire confiance à ses ressentis aussi, quoi. Oui, parce que c'est à toi de s'adresser le soi-disant compliment. Donc si ton ressenti, il est, mais en fait, là, c'est pas ok, c'est qu'il y a quelque chose. Il n'y a pas de fumée sans feu, quoi. Mais le problème aussi, c'est qu'on a tendance à mettre ça sur le même plan que quelqu'un qui va dire j'aime bien les blancs, j'aime bien les rousses, j'aime bien. Parce que moi, j'ai déjà discuté des fois avec des collègues qui me disaient oui, mais écoutez, le rendez-vous, un date que j'avais eu il y a quelques temps, et je dis non, il m'a dit qu'il sortait qu'avec des femmes noires, donc je suis partie en courant. Et elle ne comprenait pas que je sois partie à cause de ça. Chacun ses goûts. Oui, voilà, oui, mais il y a des hommes qui aiment bien les rousses, il y a des hommes qui aiment bien les blondes. Je dis mais c'est pas la même chose. C'est pas pareil. Et j'avais beau expliquer, elle ne comprenait pas. Elle dit, oui, mais tu exagères, franchement, tu vas chercher la petite bête. Je dis, je ne cherche pas la petite bête. Le mec qui vient, la seule chose qu'il te dit, c'est comme quelqu'un qui arrive qui te dit, je ne mange que ça. Tu vas te poser pourquoi tu ne manges pas les autres trucs. Tu es malade, tu vois. Mais si quelqu'un, voilà. La question ne vient pas chez les personnes qui disent, je ne fréquente que des noirs, que des asiatiques, que des personnes maghrébines. Il n'y a pas de pourquoi. Non. Tu vois, le fait, comme on disait au tout début des séances, c'est notre goût est formaté par quelque chose, par notre culture, par notre éducation. Et vu qu'on vit dans une société avec des petites billes racistes comme ça, coloniales, si tu arrives à identifier pourquoi tu aimes que des femmes noires, il y aura peut-être des trucs qui vont revenir de genre leur corps, le côté sauvage, tous ces petits trucs hyper dénigrants au final, parce que tu as envie de les dominer, parce que c'est un peu un espèce de challenge, et finalement, c'est pas comme j'aime les rousses parce que je trouve la couleur des cheveux roux, c'est joli. Il n'y a pas tout un mécanisme de pression sur les rousses, sur les femmes en général, mais pas que sur les rousses. Donc,
Et c'est ce côté genre, d'arriver à titiller et demander pourquoi. Et c'est hyper dur, tu vois, que les personnes n'arrivent pas. Parce que du coup, j'ai posé la question à mon compagnon. Parce que du coup, on a commencé toutes ces conversations et j'étais là, mais en vrai, pourquoi tu sors avec moi? Je sais pas. Oui. Il réfléchit toujours. Mais en gros, ce qu'il y a beaucoup de ça. Et puis après, je ne le soupçonnais pas d'être fétichiste ou quoi que ce soit, parce que je suis la première fille noire avec qui il sort. Enfin, voilà. À d'autres niveaux, c'est un peu compliqué. C'est un premier. Mais je vais peut-être lancer Once you go black, c'est ça. Mais, et du coup, on réfléchissait et tout, tu sais, parce qu'on s'est rencontrés sur Tinder. Donc, là, déjà, c'est physique. On s'est parlé pendant 2-3 heures et puis on est allé boire un café. Donc, c'est pas comme si on se connaissait avant, que c'est ma personnalité qui a changé notre photo. J'ai dit, il y a moyen. C'est tout. Et du coup, j'étais là, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Apparemment, t'étais jamais. Ouais, moi j'adore les filles du Sud. Mais dans les filles du Sud, mais dans le sens sud de l'Europe. Puisque toutes ses copines étaient plutôt type portugaises, espagnoles. Et puis en réfléchissant, mais non, mais en fait, je sors avec des Belges aussi. Et on a essayé un peu de chercher comment s'est formé ce goût-là à moi, qui ne ressemble pas à ces ex-copines qui sont très petites, très menues, cheveux très noirs, tu vois. Mais on n'a pas trouvé de réponse. Mais poser la question, en tout cas, je trouve que c'est intéressant dans le couple et de réfléchir à ça. Oui, mais j'ai pas, enfin, je ne sais pas, hein, mais moi en tout cas, j'ai l'impression en fait que ce qu'on vit dans le couple, ça reflète un peu ce qui se passe dans la société, parce que la société belge ne veut pas se poser la question de c'est quoi la colonisation, c'est quoi les conséquences de la colonisation aujourd'hui, c'est quoi les conséquences de la colonisation sur la façon de penser des gens de la population belge, aussi bien racisée que les Belges. Donc, tant qu'on ne se pose pas, on ne prend pas le temps d'aller déconstruire ça, ces choses-là vont quand même toujours rester sans devoir se poser la question. Et puis quand tu poses la question, je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais il y a la petite fragilité blanche qui ressort directement. Et donc du coup, c'est compliqué. Et puis tu te dis, ouais, mais tu vas rechercher la petite bête. Et non, mais si tu interroges, tu ne veux pas déconstruire quelque chose que tu ne reconnais pas. Donc tu te dis, je ne suis pas raciste. Déjà, le fait de dire que je ne suis pas raciste, c'est que tu es raciste. Parce que, oui, moi je parle de ce principe-là. Parce que, pourquoi est-ce que tu dis que tu n'es pas raciste? Parce que quelqu'un va sortir une blague raciste, tu vas rigoler, tu ne vas rien dire. Tu es raciste. Tu vois? Et c'est déjà arrivé à plein de gens, quand je dis ça autour de moi, je lui dis, mais combien de fois quelqu'un a sorti une blague raciste? Tu es resté là, tu as rigolé, tu t'es levé, tu es parti. Oui. Par contre, après, tu reviens, tu dis, oh, c'était pas bien. C'est pourquoi tu l'as pas dit. Tu vois? Personne ne le dit sur le moment. Et puis là, on vient te dire, mais tu sais, mais je suis quand même pas raciste. Non, c'est la même chose. Si tu sors une blague sexiste, tu remets la personne à sa place directement. Pourquoi est-ce que tu fais pas la même chose quand c'est raciste? Que ce soit fétichisation ou racisme, les gens ne savent pas c'est quoi. Il y a des gens qui sont fétichistes et qui ne le savent pas. Donc ils ne vont pas se remettre en question parce qu'ils ne savent juste pas ce que c'est. Ils ne connaissent même pas l'existence du mot. Donc c'est vrai. Comment est-ce qu'ils vont pouvoir dire que cette approche-là, elle n'est pas bonne s'ils ne savent pas que ça existe? Si pour eux, justement, se dire que je sors qu'avec des noirs, c'est une tendance, c'est la même chose que si je sors qu'avec des rousses, qu'avec des blondes, et qu'ils n'ont pas connaissance qu'il y a toute une histoire et qu'il y a tout un bagage avec ça derrière, ils ne pourraient jamais se remettre en question et réfléchir sur la question. Et nous, on y pense parce qu'on est dedans. On n'a même pas choisi d'être dedans. On est dedans, on nous a plongé dedans et on est confronté à ça tous les jours. Et c'est pour ça qu'ils ne comprennent pas ce truc d'universalisme et que non, on est soi-disant braqué dessus. On est dedans tous les jours. C'est vrai, la société nous braque ça. Oui, nous braque ça en permanence dessus. Donc le truc, je ne sais plus qui parlait du truc à l'école, moi je l'ai eu alors qu'elle n'est pas métisse, de devoir remettre en question... aller avec la prof et faire un conseil de classe alors qu'ils avaient 4 ans ou 3 ans. Voilà, on est dedans tout le temps. Et j'ai dû faire comprendre à la prof que c'était pas un truc banal parce que elle,
les réflexions qu'elle se prenait de la prof à 3 ans, elle allait les avoir jusqu'à la fin de sa vie. Et qu'il était hors de question qu'à l'école, tous les jours, elle ait un truc de la prof à 3 ans. C'était pas possible. Et ce truc-là, elle va l'avoir de la part des mecs aussi. De la part des mecs aussi. Et le truc, c'est que cette fétichisation-là, ça crée l'identité. Parce que j'invite, comme tu disais, le truc après, ça a modifié toutes tes relations par la suite. Ça a carrément modifié ton identité, ce truc de fétichisation. Ouais, je pense. C'est. Enfin, je sais pas. Moi, je trouve que c'est un truc qu'on prend. En plus, aller dans les publicités super superficielles comme ça, comme si c'était un truc frivole, qu'on peut allier la femme. Parce que maintenant, en plus, c'est devenu tendance de mettre des femmes noires partout. De rentrer encore plus dans ce truc de sexualisation, parce qu'ils sexualisent super fort les pubs, donc de sexualisation et de chosification, et de dire mais c'est super cool, moi aussi j'ai ma femme noire comme pote, enfin je dirais c'est n'importe quoi. Ça m'énerve en fait. Mais il y a une prochaine étape. Tu peux être raciste, mais en avoir conscience. Là, ça devient. Enfin, c'est pas que ça devient pas grave, mais que tu as des billets racistes et les reconnaître. Ça va. Et du coup, travailler dessus. Moi, je sais que des fois, j'ai des c'est pas cool. On les a tous, mais je conscientise le fait que c'est pas chouette et que ça peut pas. Par exemple, du coup, je fais des études d'éduc, donc je suis en stage avec des personnes qui sont des fois en situation de fragilité. Donc, je peux pas me laisser dominer par ces trucs qui font partie de ton éducation. Et du coup, si t'es une personne blanche et que t'as conscience de ça, et que c'est pas grave si t'as eu une blague raciste sur le moment, tu savais pas comment réagir, mais aie conscience que c'est raciste et peut-être travailler sur comment réagir la prochaine fois. Surtout que ta parole en général vaut 10 miles de plus que la personne racisée qui sera dans la pièce et qui dira c'est pas cool ta blague, quoi. Et du coup, c'est pas grave. C'est pas que c'est pas grave d'être raciste, mais c'est pas grave d'être raciste si tu as conscience que tu as des billets racistes, tu vois, et que tu travailles dessus. Et j'ai l'impression que, tu sais, quand on parle, les personnes me concernent, mais c'est bon, déjà, il y a des noirs partout. Qu'est-ce que tu veux de plus qu'ils soient partout, mais correctement. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est un autre travail. Mais du coup, moi, je me demandais, tu vois, comment tu fais, comme ton compagnon, tu vois, quelqu'un qui pratique la fétichisation, qui ne la voit pas, qui ne la comprend pas, on fait quoi après? En fait, c'est fatigant. Soit tu finis par t'en aller, soit que la personne se déconstruit. C'est compliqué, mais c'est vraiment compliqué parce que après c'est chronophage, puis c'est un énergivore, mais à tous les niveaux, quoi. Et l'autre jour, je discutais avec un copain à moi qui parlait des gens qui ne s'en rendent pas compte. Donc, il vient de divorcer il y a 2 ans d'ici. Et il a une ex-femme blanche, un enfant blanc, et depuis, il ne sort qu'avec des femmes noires. Je lui dis, explique-moi, parce que j'essaie de comprendre d'où vient cet intérêt pour... du coup, tu sors de ton petit village flamand, là, et bam, ça y est, t'as une découverte. Et on s'est pris la tête quand j'essayais de lui expliquer la fétichisation, c'était quoi. Mais il m'a plus parlé pendant 1 semaine. Par contre, il y a pensé. Et puis il est revenu. Et puis il me dit ça va, on peut discuter. Je dis moi j'ai toujours été là pour discuter, mais j'essayais de comprendre parce que je peux pas. Tu peux pas me dire du jour au lendemain tu passes d'une femme blanche qui est de ton village et à que. Il se cantonne à ça. C'est t'es pas noir. Mais oui. Mais il me dit j'ai rencontré une fille. C'est cool. Elle était blanche. Je dis, c'est très bien. Écoute, t'as pas besoin de préciser la couleur, mais c'est quoi le problème? Oui, on a un date demain. Ok. Il n'a pas été au date. Le lendemain, il m'a sonné, il m'a dit, écoute, j'ai réfléchi. Non, c'est une femme blanche. Non, ça va pas. Tu vois, c'était son seul. Ah oui. Ouais. Il l'a même pas rencontré. Non, il n'a pas rencontré, mais il a eu juste au téléphone, ils se sont rencontrés sur Tinder, je crois que c'est Tinder et tout ça, ils ont commencé à discuter, il me dit elle a l'air bien, mais sur tous les niveaux, franchement, ça collait. Mais le dernier jour, il n'y va pas, et je dis, mais pour quelle raison? Elle avait l'air bien, la fille, c'est quoi le problème? Oh, elle est blanche.
Et je dis, mais achète-toi un miroir. Et donc, on rigole. Et il rigole, mais pourquoi tu me dis ça? Mais attends, je sais pas, mais t'es blanc, donc pourquoi est-ce que tu te dis, mais non, je ne saurais pas. Alors, du coup, la conversation qu'il avait laissé tomber une semaine avant, je lui dis, mais explique-moi, c'est quoi le problème? Oui, mais tu sais, donc du coup, là, il était mais à fond. Il me dit, j'ai rencontré la première femme avec qui il est sorti après son divorce. Elle vient de Curaçao, donc c'est les îles, c'est les Antilles hollandaises en fait. Donc c'est ah ouais, mais oublie putain. Et donc du coup, je lui dis oui, je suis même rentrée. Donc ils étaient ensemble, ils ont eu leur relation sexuelle. Donc du coup, c'était le grand paradis. Et même son propre père lui a dit, et alors? C'est vrai que les femmes noires, ce qu'on dit. Je te promets. J'ai dit, non mais répète. J'ai dit, oui, même mon père, il m'a posé la question. Je dis, tu rigoles? Cette question que j'ai entendu plein de et donc, je dis, et donc là, ce que je t'ai dit il y a une semaine, tu te rends compte ce que je suis en train de te dire? Mais non, mais écoute, j'avais jamais réfléchi que c'était à ce point-là et qu'il y avait... Mais par contre, lui... Il a cette envie d'un peu de se déconstruire, mais bon, il reste quand même chez les Noirs. Mais il a quand même, voilà, il veut quand même voir qu'est-ce qu'il y a là derrière le fait que, du coup, il ne sort que avec des femmes, que avec des femmes noires. Je veux dire que la génération précédente à la mienne, en tout cas, les mamans, elles ont vécu avec ce truc de rester, même si elles étaient fétichisées. Voilà. Et parce que justement, soit elles les aimaient, soit c'était des mariages arrangés, mais de toute façon, elles ont dû vivre des longues relations, parce qu'en plus, à cette époque-là, c'était pas trop la mode divorce. Donc, trouver des stratégies pour rester malgré ça, parce que certaines ne le voyaient carrément pas, parce qu'elles-mêmes avaient été grandies dans ce truc colonial qui fait que c'est normal en fait ce qui se passe. Elles ne voyaient pas, et toujours qu'aujourd'hui qu'elles ne comprennent pas pourquoi c'est pas normal. Mais d'autres l'ont vu que c'était pas normal et sont quand même restées parce que les réalités faisaient qu'elles devaient rester et apprendre à vivre avec en fait, et apprendre à éduquer des enfants qui sont clairement racisés en sachant que les parents avaient des comportements racistes. Enfin, en tout cas, moi, ma marraine était métisse et ça a été compliqué en tout cas pour ces enfants carterons là. Non mais c'est vrai, ça a été vraiment compliqué et ce qui moi m'a choqué, c'est que quand j'étais petite, j'étais amoureuse de ces petits enfants et donc qui étaient octavons et qui avaient des propos clairement racistes en fait, et que j'étais là mais en fait c'est un peu schizophrène, ce truc d'être hyper raciste, mais vraiment profondément raciste. Et quand tu te regardes dans le miroir, tu corresponds... je trouvais ça affolant, en fait. Vraiment affolant. Mais c'est vrai que, comme tu dis, c'est soit oui, nos racistes, on les aime et on reste. J'ai eu une discussion il n'y a pas très longtemps avec une maman rwandaise qui habite tout près de chez moi. Elle est arrivée ici dans les années 60 et donc on était en train de discuter et alors elle me dit, à refaire, je n'épouse pas un homme blanc. Et il vient de décéder il n'y a pas longtemps, mais elle me dit, c'est une phrase que je dis parce que maintenant il est mort. Mais je trouvais ça violent. Quand on discutait, mais j'avais même les larmes aux yeux quand elle m'a dit ça. Et puis je dis, mais pourquoi est-ce que vous êtes resté? Voilà. Elle a rencontré, elle était jeune, et puis en plus elle est venue ici en Europe, elle dit en plus le truc que dans les années 60, tu viens avec ton mari blanc en Europe, en Afrique on va pas du tout comprendre que tu viennes te plaindre en disant dans mon couple il y a ça et ça et ça qui ne va pas. Et là il est décédé il y a quelques mois, et là elle me dit, mais à refaire je ne le ferai pas, mais elle tient les propos parce qu'il est décédé et dit il serait encore en vie, je resterai là parce qu'il était malade et s'en est occupé et tout ça. Mais elle me dit, mais c'est violent de vivre dans un couple mixte. Et elle me dit, c'est épuisant. Et qu'en plus tu te retrouves dans un village, c'est peut-être stéréotypé aussi, dans un village flamand, tu es noir. Déjà wallon, tu es la seule noire, mais là c'est un niveau encore un peu plus au-dessus parce que du côté flamand ils cachent pas leur racisme. Donc elle dit, ce que j'ai vécu, ce que mes enfants ont vécu, en plus elle a un fils métis qui est un peu handicapé, donc qui les accumule quoi. Et elle me dit, mais
il a subi tout ça. Et alors il dit, mais s'il avait été noir complètement, peut-être que ça aurait arrangé. Au minimum, j'aurais été bien. Mais je trouvais ça complètement... Franchement, ça m'avait brisé le cœur. En me disant, mais purée... tu vois mais non, mais c'est déprimant d'entendre des trucs ainsi. Et de te dire que c'est dans la société dans laquelle tu vas grandir. Enfin, tu as grandi et que tu vas faire grandir, toi, à ton tour, ton enfant. Et dire, mais à quel moment mon fils... Enfin, dans quelle mesure mon fils ne va pas se retrouver dans une situation dans laquelle il va se dire, je suis avec une fille, mais elle est avec moi juste parce que je suis métisse, tu vois? Parce que ça aussi, il y a ce truc-là. En plus des deux côtés, il y a aussi bien des femmes noires que des femmes blanches. Ah, métisse. Donc du coup, c'est... en tout cas, moi je compte justement préparer ma fille à ça. Enfin, lui en parler en tout cas. Elle sera fétichisée. Que ce soit par des blancs, que ce soit par des noirs. Encore tout à l'heure, avant d'arriver ici, je ne sais plus pourquoi on a mis ça sur le tapis, le fait qu'elle était belge, qu'elle était camerounaise et qu'elle était congolaise en même temps, qu'elle va devoir s'identifier aux trois et que ça va être compliqué pour elle de devoir cumuler les trois, mais c'est la réalité dans la société dans laquelle on est, elle va être fétichisée. Oui, complètement. Ouais. Et ce que tu as dit, ça, avec la femme qui a dit que si c'était à refaire, elle n'allait pas se marier avec lui. Moi, je ne sais pas vous, mais à cause de la fétichisation et de tous les récits que j'ai entendus, je ne veux plus date des blancs. Moi, je ne peux pas. Je ne sais pas, franchement, à chaque fois que je vois un blanc, je me dis, ça y est, il va me fétichiser. Moi, je ne peux pas, tu vois, je ne peux pas entendre. J'ai entendu trop de récits autour de moi. Mais ce qui est triste, c'est que même avec les hommes noirs, il y a ça, mais j'ai l'impression qu'avec les hommes noirs, c'est moins, enfin, c'est différent, je sais pas, ce sera moins flagrant, ce sera moins de... Franchement, je sais pas, moi, c'est une image que j'ai, c'est peut-être, je dois aussi peut-être me déconstruire aussi par rapport à ça, mais pour l'instant, les blancs, je veux pas. J'ai l'impression qu'il y aura plus de fétichisation, de femmes objets, je me dis, je subis déjà le racisme autour de moi, etc. Et j'ai pas envie que dans mon lit, dans mon foyer, il y ait encore cette fétichisation-là. Et je me dis, ce sera encore un truc, une oppression en plus que je pourrais pas supporter. Mais avec les hommes noirs, il y a aussi ça. Avec mon ex, il y a juste un petit épisode de ça. Je lui ai directement recalé. Je lui ai dit, c'est pas possible, tu peux pas me faire ce genre de remarques. Ça s'est pas reproduit, mais j'ai l'impression que si c'était avec une personne blanche, ça allait se reproduire. Ce qui est chaud, c'est que même si la personne ne te fétichise pas, c'est que vous vivez dans deux mondes différents en fait. Ouais. Et soit on fait comme si de rien n'était, mais c'est très dur. Soit on en parle et tu fais un truc de pédagogie tout le temps. Et puis des fois, vous n'êtes pas d'accord parce que vous vivez dans deux mondes. Et des fois, franchement, il y a des fois, c'est chiant, je suis là, je peux plus te voir quand tu me pètes les reins. Genre, c'est pas compliqué, je dois pas être d'accord ou pas d'accord, c'est juste la réalité. Ben non, mais c'est pas ma réalité. Mais après, je comprends que ce soit pas sa réalité. Mais après, quand t'es avec quelqu'un qui est prêt à travailler dessus, même si c'est chiant, moi, je trouve que ça va, et puis toute notre vie, tout ne parle autour que de ça, hein, mais je suis déjà sortie avec des gens qui, non, c'était, il n'y a pas de travail du tout fait. Et c'est fatigant parce que tous les petits aspects de ta vie deviennent un peu un combat. Ouais. Et ça, c'est chaud. Si en plus, dans une relation charnelle, ça devient bizarre comme ça. Je peux comprendre que tu fasses une pause. Oui, parce que dans la vie de tous les jours, si toute la journée, on se ramasse des micro-agressions. Quand vous êtes arrivé, il y avait que ça. Et que tu arrives et que tu ne sais même pas le déposer, en fait, c'est compliqué. Parce que tous, on attend que la partenaire ou le partenaire, quand tu arrives, quand même, tu te décharges un petit peu de ta journée en disant « Ah, j'ai fait ça, il y a ma collègue qui m'a dit ça. » Et puis, tu te sens un peu soutenu. Et puis quand tu arrives, tu as une micro-agression que tu as vécue, ou une ou deux ou trois, et que la personne dit mais le problème il est où en fait, tu vois. Donc ça rajoute encore, c'est doublement plus... Oui, voilà. Le truc horrible que tu viens de vivre. Exactement. Faut qu'on dise peut-être, ah oui mais non mais c'était pas... Oui.
En fait, oui, et tu... Oui. Je crois que c'est ça la différence, justement, entre la fétichisation par des hommes noirs et la fétichisation entre les hommes blancs, c'est qu'il n'y a déjà pas tout ce truc-là à devoir expliquer. Oui. Et donc, il te reste juste la partie charnelle à expliquer. Pas tout le reste. Et c'est pour ça que, justement, moi aussi, les têtes blanches, enfin, c'est compliqué. Et puis des fois, je les repère aussi à l'avance, tu vois. Non, mais à force, il y a des radars, genre, tu vois, l'archétype là que tu as dit, le mec divorcé qui vit en campagne. Non, toi, mon gars. Et il y a encore un la semaine dernière qui m'a ajouté sur Facebook. Et enfin, je ne connais ni Dave ni Dadan, en fait, tu vois, donc il commence à me parler. Je crois que ça fait une semaine qu'on parle, et je suis déjà une fille super sympa, agréable, avec qui on a des, enfin, avec qui il comment est-ce qu'il a écrit que je suis super agréable et il n'a pas dit sympa, enfin, genre un truc que je suis trop bien, tu vois. On s'est jamais vu, on n'a jamais eu une conversation de plus de 2 lignes, tu vois. Ouais. Et je dis, mais tout, tu vous sors que je suis trop bien. et donc le mec divorcé de campagne, tu vois. Ouais. Et t'es là, mais en fait, toi, c'est radar féticheur, tu vois. Ouais. Oh, oui, moi aussi, genre. Non, mais c'est. Moi, sur mon Facebook, en tout cas, il y a quelques années, je suis assez revendicatrice, on va dire ça comme ça. Pardon? Un peu. On va dire, un peu. Oui, donc un petit peu. Et donc j'avais posté, surtout en plus de la période de la mort de George Floyd et tout ça. Et en dehors de ça, j'aime bien l'histoire. Donc moi, j'aime bien aller fouiller l'origine des choses. Et donc j'avais posté toute l'origine du Zwarte Piet, en tout cas, parce que c'est Père Fouettard. Et donc je rencontre un gars, il dit, on peut se rajouter sur Facebook. Bah ouais, évidemment. Mais c'était juste pile à ce moment-là. Et puis, mais je vous jure, ça faisait pratiquement une semaine qu'on discutait, mais c'était super bien et tout ça. Et en plus, là, j'ai fait une exception, parce que d'habitude, sur mon Facebook, je n'ai personne que je ne connais pas en vrai. Donc là, du coup, je lui dis, bah ok, je lui dis, il semble sympa, ça passe bien. Et en plus, il s'était présenté comme un féministe, donc sur plein de plans, on se rejoignait, ouais, voilà, tu vois. Et puis, il arrive sur mon mur, avec tous les trucs de Zwarte Piet et tout ça, et puis il me renvoie un message, mais incendiaire. Ouais, t'es comme ça. Je dis, comment oui, comme ça, vraiment le prototype de la Black Angry Black Woman. Où est-ce que tu as été voir ça? Et moi, j'ai pensé, parce que moi, au moins, je trouvais que, moi, je suis contre Zwarte Piet, je trouve que c'est raciste et tout ça, et puis la période de George Floyd, non. Et puis j'étais en train de chercher dans ma tête, je me dis, mais il est allé chercher ça où, le gars? Et donc il a fait une capture d'écran de mon fil. Il m'a envoyé. Je dis, ah, ça, c'est un problème pour toi? Bah oui, mais tu te rends pas compte. Et je dis, ah, mais ton côté féministe, il est où? Tu vois, parce que si tu es féministe, un féministe ne peut pas être raciste, ne peut pas, tu vois. Donc ça va, tous ces trucs-là vont ensemble. Et, ah non, je ne saurais pas. Mais tu imagines dans la vie de tous les jours, toi et moi dans la même maison? Je dis, non. mais franchement, et puis là tu te dis, mais c'est quoi ces gens qui quoi? C'était que tu t'en prennes un truc cher. Oui, tu vois, en fait, la culture. C'est oui, tu peux revendiquer certaines choses, mais ne va pas trop loin, tu vois. C'est fou, c'est ça. C'est raciste, mais c'est la c'est la base de la base de. C'est raciste, genre on est tous d'accord. On est bien d'accord. Oui. On était tous d'accord. Oui, mais non, mais voilà, je le dis toujours, mais les frères africains, j'adore, mais voilà, j'ai jamais eu le truc, voilà. Elles adorent en frère. Non, j'ai déjà sorti avec des métis noirs aussi. Ah bon? Oui, 1. Non, 2. Enfin, moi, j'ai pas l'impression. Enfin, c'est peut-être moi qui ai une vision un peu biaisée de ça, hein, mais vu qu'il n'y a pas le côté quand même. Si, il y a le côté, il y a l'oppression au niveau patriarcal qui est là, mais pas au niveau racisme. Donc cette vision raciste,
elle n'est plus là chez les hommes noirs ou les hommes racisés. Du coup, ça serait juste des violences sexistes. Alors, je sais pas. J'ai l'impression que ça peut être la fétichisation, mais que la personne va peut-être subir la moitié de ce qu'elle aurait subi avec une personne blanche ou peut-être que moi, c'est comme Divine disait tout à l'heure, elle n'arrive plus à date des gars blancs et moi, j'ai jamais réussi parce que je me suis toujours dit que quitte à avoir des problèmes de ce type avec quelqu'un, je préfère que ce soit avec une personne noire parce que ce serait toujours moins difficile qu'avec une personne blanche, de devoir lui expliquer, de devoir la faire comprendre, la faire changer. Et j'ai l'impression que j'aurais toujours 2 fois plus de choses à expliquer à une personne blanche qu'à une personne noire. Oui, mais il y a quand même des hommes noirs qui ont le côté exactement la même chose. Si tu parles dans le côté fétichisation, il va te fétichiser. Ok, la couleur n'est pas là, mais tout le reste est là. Donc, en quoi est-ce que tu ne vas pas lui expliquer? Parce qu'il ne va pas comprendre le fait que tu dis tu me prends pour un objet. S'il ne le comprend pas en tant que blanc, il ne le comprend pas en tant que noir. Mais vous n'avez jamais eu de relation mixte entre deux pays africains différents? Oh, si, moi j'en ai plein. Est-ce que moi on m'a fétichisée en tant que femme congolaise? Je ne pense pas, mais c'est vrai que certaines personnes avaient des a priori. Et celle-là, c'est un peu trop cru. Je ne peux pas expliquer ça. Si. Mais ils pensaient que j'allais être beaucoup plus chaude. Beaucoup plus large. Mais non. Et quand on a fait la chose ensemble et tout, il a dit « Ah bon, c'est vrai, je pensais pas que tu étais comme ça, je pensais que tu allais être beaucoup plus large. » Du fait que je sois peut-être congolaise et que j'ai peut-être... il pensait que j'avais eu genre 10 000 relations. Et quand bien même j'aurais eu 10 000 relations, ça ne change rien en fait à la... Mais c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des stéréotypes en fonction de l'origine dans laquelle tu es. Oui, voilà. Comme tu as dit congolaise large, peut-être Afrique de l'Ouest, ah oui, comme ils sont ils sont dans la religion musulmane. Alors que... Voilà. Mais oui, quand c'est entre les noirs, c'est plus par rapport... Quand c'est avec un blanc, j'ai l'impression que les blancs ils mettent tous les noirs dans le même bloc. Mais là, c'est plus c'est plus spécifié congolaise, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, chrétienne, musulman, voilà, c'est vrai. Et là, je pense que je sais pas si on peut appeler ça de la fétichisation, mais genre il avait des stéréotypes à propos de la largeur. Comment dire ça? Comment expliquer ça? Mais non, peut-être qu'ils avaient entendu que nous qu'on était plus frivoles et que donc le fait d'être plus frivole faisait qu'on avait le vagin plus élargi. C'est un stéréotype hyper répandu chez les mecs. De penser que plus t'as de partenaires, oui, ça c'est là. Là, il l'a carrément réduit à une origine, quoi. Ouais. Moi, c'est plus des stéréotypes sexistes que fétichistes, je crois que j'ai. Justement, avec la nourriture. Genre, les meilleures cuisinières, c'est les Congolaises et les Camerounaises. Tu vois, des trucs comme ça, plus sexistes que fétichistes. C'est quand même un mécanisme de domination qui ne c'est pas plus dans la colonisation, mais quand même, tu vois. Yeah, yeah, you are my African queen. Ooh, Lord, ooh, Lord. À l'ère des réseaux sociaux où 15 secondes devient notre seuil de concentration, je tiens tout d'abord à te dire merci. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode d'1 heure. Enfin, ne te tracasse pas, c'est le seul qui dure autant. Tu remarqueras que la fin de cet enregistrement se termine par des points de suspension. Il était important pour moi de ne pas mettre un point final à ce débat car, spoil alert, il n'en existe pas. Tout le long de notre atelier, les filles ont évoqué la question d'outils par exemple. Comment faire lorsqu'on aime nos féticheurs? Comment reconnaître un fétichiste? Quand la politique se mêle aux sentiments, ce n'est jamais simple et donc trouver un outil n'a pas lieu d'être. Et puis, moi je me suis demandé,
Serait-ce vraiment qu'une histoire de noir ou de blanc? Lorsqu'en fin d'épisode se pointe un questionnement quant à une fétichisation intracommunautaire. Et toi, c'est quoi ton histoire avec la fétichisation raciale dans un cadre romantico-sexuel et familial? Viens nous raconter tout cela sur les réseaux sociaux du CVFE ou sur mon Instagram selem.g. Je te raconterai peut-être mes anecdotes perso, tiens. Sur ce, on se retrouve pour le deuxième épisode qui n'a rien à voir avec l'amour. Enfin si, plus ou moins. J'ai juste une seule chose à te dire, accroche-toi, ça va barder. Avec amour et humour, gros bisous consentis. Out of a million, you stand as one, they are standing one. I look into your eyes, girl, what I see is paradise. Hey, you captivated my soul. Now every day I want you more. I cannot deny this feeling I'm feeling inside. Hey, no one can take your place.